Je m'appelle Gareth, et à 25 ans, je n'aurais jamais imaginé que mes parents me trahiraient de cette manière. Pendant 3 ans, j'ai payé pour presque tout, tout en vivant dans leur garage, forcé de quitter ma chambre pour faire de la place à mon frère et à sa petite amie enceinte. Je me souviens du choc lorsque je suis rentré et que j'ai trouvé mes affaires entassées dans cet espace froid et exigu. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs plus tôt. Avant que je ne raconte mon histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de survivants qui ont transformé la douleur en force. En grandissant dans la banlieue de l'Oregon, ma relation avec mes parents avait toujours été solide. Maman travaillait comme réceptionniste à temps partiel dans un cabinet dentaire, tandis que papa occupait un poste stable en tant que chauffeur-livreur. C'étaient des gens travailleurs qui faisaient de leur mieux pour subvenir aux besoins de Jake et moi, même lorsque les finances étaient serrées. Notre modeste maison de 3 chambres était toujours remplie de chaleur, malgré nos difficultés financières. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris la valeur du travail et de la responsabilité, en faisant des tournées de journaux à l'adolescence, puis en travaillant tout au long de mes études. Après avoir obtenu mon diplôme en informatique, j'ai décroché un emploi de développeur de logiciels dans une entreprise technologique en pleine croissance. Le salaire de départ n'était pas spectaculaire, mais il était stable, avec un bon potentiel d'évolution. Beaucoup de mes amis ont immédiatement déménagé, louant des appartements avec des colocataires ou des studios personnels. J'avais initialement prévu de faire de même, mais une conversation avec mes parents a changé ma trajectoire. « Ton père et moi sommes si fiers de toi, Gareth », m'a dit maman un soir, il y a environ 3 ans. Mais nous aurions vraiment besoin d'aide pour l'hypothèque. Le taux d'intérêt a augmenté, et les problèmes de dose de ton père limitent ses heures. Leur demande n'était pas déraisonnable. La récession les avait durement frappés, et ils se remettaient encore financièrement. Papa s'était blessé au dos l'année précédente, ce qui avait considérablement réduit ses revenus. Leurs économies pour la retraite avaient été affectées, et les factures médicales s'accumulaient. J'ai accepté de rester à la maison et de contribuer aux dépenses du ménage, tout en économisant pour mon propre logement. Juste pour 1 an ou 2, me suis-je dit, le temps qu'ils se remettent sur pied. Nous avons convenu que je paierais les 2/3 de l'hypothèque et des charges, en plus d'acheter la plupart des provisions. En échange, j'aurais ma chambre d'enfance, ainsi que la liberté d'aller et venir à ma guise. L'arrangement semblait juste, et au début, cela a bien fonctionné. J'augmentais mes économies tout en aidant les personnes qui m'avaient élevé. Mon frère Jake était une toute autre histoire. 2 ans plus jeune que moi, il avait toujours été le charmeur de la famille. Là où j'étais studieux et méthodique, Jake était spontané et charismatique. Il pouvait se sortir de n'importe quel pétrin et avait maîtrisé l'art de l'effort minimal pour une récompense maximale. Après avoir à peine obtenu son diplôme d'études secondaires, il a enchaîné les emplois dans le commerce de détail, ne restant nulle part plus de 6 mois. Jake est juste en train de se chercher, disait maman, chaque fois que j'exprimais ma frustration face à son manque d'orientation. Il vivait aussi à la maison, mais sa contribution financière était minimale et incohérente. 20 $ par-ci, 30 par-là, seulement quand il en avait envie. Bien qu'il ait 23 ans, il passait la plupart de ses week-ends à faire la fête avec des amis, rentrant à des heures étranges et dormant jusqu'à midi. Mes parents le réprimandaient rarement pour son comportement, semblant avoir peur de l'éloigner. « Ton frère est juste câblé différemment », expliquait papa. « Tout le monde ne peut pas être aussi concentré que toi, Gareth. » Ces commentaires me piquaient, mais je les écartais. Après tout, c'était moi qui construisais une carrière, celui qui avait un plan. J'étais fier d'être fiable, d'aider ma famille à rester à flot. Mon objectif était d'économiser suffisamment pour un acompte sur une petite maison, quelque chose qui prendrait de la valeur avec le temps. J'étais en bonne voie d'atteindre cet objectif d'ici 2 ou 3 ans, si je maintenais mon budget strict. Il y avait des signes subtils de favoritisme que j'ignorais. Maman préparait les plats préférés de Jake les soirs de semaine, mais ne préparait les miens que pour des occasions spéciales. Papa laissait tout tomber pour aider Jake avec des problèmes de voiture, mais me demandait d'attendre le week-end si j'avais besoin d'aide. De petites choses facilement ignorées, qui formaient pourtant une structure que je refusais de reconnaître. Malgré ces petites irritations, la vie était stable. J'avais mon espace privé pour décompresser après le travail. J'avançais dans ma carrière, recevant ma première promotion dans les 10 mois. Ma vie sociale était limitée, mais satisfaisante, avec des sorties le week-end avec des collègues et des rendez-vous occasionnels. J'ai même commencé un petit projet parallèle,
développant une application qui s'annonçait prometteuse. L'avenir s'annonçait radieux, et je croyais que mon sacrifice de vivre à la maison était temporaire et en valait la peine. Tu fais ce qu'il faut, m'assurait mon ami Marcus lorsque j'exprimais des doutes occasionnels. Bâtir une fondation financière tout en aidant tes parents est admirable. Assure-toi juste de finir par prendre ton indépendance. Je n'avais aucune idée à quel point son avertissement deviendrait prophétique, ni à quelle vitesse mon arrangement confortable se transformerait en un cauchemar d'exploitation et de manque de respect. Le premier tremblement dans l'harmonie de notre foyer est survenu un mardi soir, en apparence ordinaire. Jake a fait irruption par la porte d'entrée pendant le dîner, un sourire inhabituel s'étalant sur son visage. Il se joignait rarement à nous pour les repas, donc sa seule présence signalait quelque chose d'important. « J'ai une grande nouvelle », a-t-il annoncé, tirant une chaise et se servant des lasagnes que j'avais ramenées. Nathalie est enceinte. Vous regardez un futur papa. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Nathalie était sa dernière petite amie, une petite blonde avec un penchant pour le drame, qui travaillait comme barmaid. Ils sortaient ensemble depuis à peine 4 mois, et leur relation semblait aussi instable que toutes les précédentes, marquée par des disputes intenses suivies de réconciliations passionnées. « Tu es sérieux ?» s'est écriée maman, la main portée à sa poitrine. « Je vais être grand-mère. » Ce qui a suivi fut une scène de jubilation qui m'a laissé perplexe. Papa a sauté pour serrer Jake dans ses bras. Maman essuyait des larmes de joie, et des questions sur les dates d'accouchement et les révélations de Jean remplissaient l'air. Personne n'a posé les questions évidentes. Comment Jake allait-il subvenir aux besoins d'un enfant? Où allait-il vivre? Était-ce planifié ou un accident? Au lieu de cela, cette grossesse imprévue de mon frère, chroniquement au chômage, était célébrée comme s'il avait annoncé un prix Nobel. C'est une nouvelle merveilleuse, fiston, a dit papa, tapotant l'épaule de Jake. Rien n'est plus important que la famille. J'ai offert mes félicitations aussi, mais avec plus de réserve. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, pensant à la façon dont cela pourrait affecter la dynamique de notre ménage. Je n'imaginais pas à quel point ma vie était sur le point de changer radicalement. 2 semaines plus tard, je suis rentré à la maison après une journée de travail particulièrement éprouvante. Un plantage du système m'avait retenu au bureau jusqu'à 20h30, et tout ce que je voulais, c'était une douche et le confort de mon lit. Lorsque j'ai déverrouillé la porte d'entrée, des chaussures inconnues étaient éparpillées dans le vestibule, et le salon était rempli de cartons. « Maman, papa » ai-je appelé, naviguant à travers le désordre. Maman est apparue de la cuisine, une expression étrange sur le visage, quelque part entre la culpabilité et l'attitude défensive. « Gareth, il faut qu'on parle » a-t-elle dit, me faisant signe de nous diriger vers la table à manger. Papa nous a rejoints, évitant tout contact visuel. Jake et Nathalie emménagent avec nous, a annoncé papa sans préambule. Ils ont besoin de stabilité avant l'arrivée du bébé. D'accord, ai-je dit lentement, ne sachant pas pourquoi cela nécessitait une discussion formelle. Jake vivait déjà essentiellement à la maison de toute façon, disparaissant juste pendant quelques jours pour rester dans l'appartement partagé de Nathalie. Ils peuvent utiliser la chambre d'amis, n'est-ce pas? Le silence gêné qui a suivi m'a glacé le sang. En fait, a poursuivi maman, la voix anormalement gaie. Nous pensons qu'ils ont besoin de plus d'espace avec l'arrivée du bébé et tout. Ils auront besoin de place pour un berceau et une table allongée. Alors, nous leur avons donné ta chambre, a terminé papa, rencontrant enfin mon regard avec un air de défi. Nous avons déménagé tes affaires au garage. Nous l'avons aménagé pour toi. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Ma chambre, l'espace que j'avais entretenu, le sanctuaire où je me retirais après de longues journées de travail à soutenir ce ménage, donné sans consultation. « Vous avez fait quoi » ai-je demandé, ma voix à peine audible. « C'est déjà fait » a dit maman, me tapotant la main comme si elle apaisait un enfant. « Viens voir ce que nous avons fait du garage. » C'est assez douillet. Hébété, je les ai suivis à travers la cuisine et par la porte latérale jusqu'à notre garage détaché. La moitié de l'espace était toujours occupée par les outils et les boîtes de rangement de papa. L'autre moitié avait été aménagée à la hâte en une chambre de fortune. Mon lit était coincé contre un mur, ma commode contre un autre. Un petit bureau soutenait mon ordinateur. Un mince paravent offrait l'illusion d'une séparation d'avec les articles du garage. Nous avons installé ce radiateur d'appoint pour l'hiver, a dit papa fièrement, pointant une petite unité qui semblait malheureusement insuffisante pour l'espace non isolé.
Et nous avons tiré une rallonge pour tes appareils électroniques. Je suis resté silencieux, assimilant ce qu'ils avaient fait. Le sol en béton était partiellement recouvert par un vieux tapis. Il n'y avait pas de véritable placard, juste une étagère métallique pour suspendre les vêtements. La seule fenêtre était petite et couverte de barres de sécurité, offrant un minimum de lumière naturelle ou de ventilation. Où est la salle de bain, ai-je finalement demandé. Tu utiliseras la demi-salle de bain du rez-de-chaussée, a expliqué maman. Et tu pourras te doucher dans la salle de bain principale lorsque Jake et Nathalie ne l'utiliseront pas. Mes affaires avaient été emballées sans soin, sans aucun souci d'organisation ou de précaution. Des livres étaient fourrés dans des boîtes aléatoires, des photos encadrées empilées dans un coin, certaines avec du verre fissuré. Le manque de respect était palpable. Vous avez fait cela sans me demander, ai-je réussi à dire, luttant pour garder ma voix stable. Je paie la plupart des factures dans cette maison. Ce n'est que temporaire, a insisté maman. Cependant, ses yeux se détournaient des miens. Juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. La famille doit se serrer les coudes dans des moments importants comme celui-ci. Et tu n'es même pas là la majeure partie de la journée, a ajouté papa. Tu es au travail. Ils ont plus besoin de l'espace que toi. Avant que je puisse formuler une réponse, des rires ont attiré notre attention vers la maison. Jake et Nathalie traversaient la cuisine, les bras chargés de sacs de course. Ils nous ont aperçus par la porte de garage ouverte. « Oh, salut, Gareth » a appelé Jake joyeusement. « Merci pour l'amélioration de la chambre, frérot. » Nathalie adore l'espace de rangement supplémentaire. Nathalie a fait un petit signe de la main, sa main libre reposant sur son ventre encore plat. La chambre de bébé sera incroyable une fois que nous aurons peint. Je pense à du Vermont. Ils ont disparu à l'intérieur, me laissant seul, debout dans ma nouvelle demeure. La réalité de ma situation s'enfonçait avec une lourdeur écrasante. L'espace qu'ils appelaient la chambre de bébé avait été le mien quelques heures auparavant. Les murs qu'ils prévoyaient de peindre m'avaient entouré depuis l'enfance. C'est faux, ai-je dit doucement. Ne sois pas égoïste, Gareth, a grondé maman. Ils mettent une nouvelle vie au monde. Ta nièce ou ton neveu. Mettrais-tu vraiment ton confort au-dessus de leurs besoins? Présenté ainsi, toute objection que je soulevais ferait de moi le méchant. J'ai ravalé mes protestations, hoché la tête machinalement, et regardé mes parents retourner à la maison, satisfait que j'ai accepté leur décision. Laissé seul dans le garage froid, entouré des restes négligemment emballés de ma vie, j'ai ressenti la première véritable trahison des personnes en qui j'avais le plus confiance. La vie dans le garage s'est avérée aussi difficile que je le craignais. Décembre en Oregon apportait des températures qui tombaient en dessous de zéro la nuit, et le petit radiateur d'appoint luttait contre les murs pleins de courants d'air et le sol en béton. Je me réveillais souvent en frissonnant, malgré le fait de dormir en survêtement, avec des chaussettes thermiques et un sweat à capuche. La rallonge qu'ils avaient fournie était insuffisante pour mes besoins, faisant fréquemment sauter le disjoncteur lorsque j'essayais d'utiliser mon ordinateur et le radiateur simultanément. L'intimité est devenue un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Les minces murs de l'espace aménagé faisaient peu pour étouffer les bruits d'outils déplacés chaque fois que papa avait besoin de quelque chose de son établi. La serrure de la porte latérale était fragile, offrant une sécurité minimale pour mes biens. Pour utiliser la salle de bain, je devais entrer dans la maison principale, interrompant parfois maladroitement des moments de famille dans le salon ou la cuisine. Mais l'inconfort physique pâlissait en comparaison du fardeau financier qui augmentait progressivement. Un mois après la réaffectation de la chambre, Jake a perdu son dernier emploi au magasin d'électronique. Ils étaient totalement déraisonnables concernant la couverture des quarts de travail, s'est-il plaint pendant le dîner. Comment étais-je censé savoir que je devais appeler 3 heures avant mon quart si je ne pouvais pas venir? Papa a hoché la tête avec sympathie. Certains managers ne comprennent tout simplement pas que la vie arrive. 2 semaines plus tard, Nathalie a annoncé qu'elle quittait son poste de barmaid. Le docteur dit que le stress n'est pas bon pour le bébé, a-t-elle expliqué, une main protégeant son ventre à peine visible. De plus, toutes ces odeurs de café me donnent la nausée. Avec Jake et Nathalie au chômage, les dépenses du ménage ont encore basculé dramatiquement sur mes épaules. Les factures d'épicerie ont doublé, Nathalie prétendant avoir besoin d'aliments biologiques spécifiques pour le développement du bébé. Les coûts des charges ont grimpé en flèche avec 2 adultes supplémentaires à la maison toute la journée, utilisant l'électricité, l'eau et le chauffage que je payais principalement. Lorsque la première facture trimestrielle de taxes foncières est arrivée,
papa m'a abordé dans le garage alors que je me préparais à aller travailler. Gareth, nous allons avoir besoin d'un peu plus d'aide ce mois-ci, a-t-il dit, me montrant l'état. Avec Jake entre 2 emplois et le bébé qui arrive, nous sommes à court. Combien, ai-je demandé, calculant déjà mentalement ce que cela ferait à mon plan d'épargne. Nous avons besoin de $500 supplémentaires en plus de ta contribution habituelle. Je l'ai regardé, faisant rapidement le calcul. Papa, cela signifierait que je paie presque 70% de toutes les dépenses du ménage. Il a haussé les épaules, indifférent à cette observation. Nous devons tous nous serrer les coudes en ce moment. C'est ce que fait la famille. À contre-cœur, j'ai transféré l'argent supplémentaire, regardant mes économies soigneusement bâties commencer à s'éroder. Ce qui était initialement présenté comme un arrangement temporaire ne montrait aucun signe de changement. Jake faisait des efforts symboliques pour trouver un emploi, se rendant à des entretiens occasionnels, mais trouvant toujours des raisons pour lesquelles les postes n'étaient pas appropriés. Le commerce de détail est une impasse, a-t-il déclaré après avoir rejeté une offre d'emploi d'un magasin de rénovation domiciliaire. J'ai besoin de quelque chose avec un avenir, tu sais. Pendant ce temps, Nathalie s'est mise de plus en plus à l'aise, réorganisant les armoires de cuisine à son goût et laissant ses articles personnels éparpillés dans les espaces communs. Elle a pris l'habitude d'utiliser mes produits de douche haut de gamme chaque fois que je les laissais dans la salle de bain, affirmant que le « cerveau de grossesse » lui faisait oublier quels articles étaient les siens. Mes tentatives d'établir des limites ont été accueillies par de la résistance et des accusations. Sérieusement, Gareth, c'est juste du shampoing, a lancé Jake quand j'ai mentionné le problème. Veux-tu vraiment que ma petite amie enceinte utilise des trucs bon marché pleins de produits chimiques? Des objets personnels commençaient à disparaître de mon espace garage. Mes écouteurs sans fil ont disparu, pour réapparaître des semaines plus tard en possession de Jake. Je pensais que tu avais dit que je pouvais les emprunter, a-t-il insisté lorsqu'il a été confronté. Je n'ai jamais dit ça. Eh bien, le cerveau de grossesse doit être contagieux, parce que j'aurais juré que tu l'avais fait. L'horaire de la salle de bain est devenu un autre point de discorde. Bien qu'il ait été convenu que j'aurais accès entre 7h et 7h30 chaque matin avant le travail, je trouvais fréquemment Nathalie occupant la douche pendant mon temps imparti. Les nausées matinales étaient son excuse standard, bien qu'elle semblait étrangement programmée pour coïncider précisément avec mon temps de salle de bain. Après 3 mois de vie dans le garage, j'ai tenté d'avoir une conversation rationnelle sur l'équité et la contribution. J'ai choisi un dimanche après-midi, quand tout le monde était à la maison, exposant une proposition raisonnable pour le partage des responsabilités. Je comprends qu'il est important de soutenir la famille, ai-je commencé prudemment, mais je pense que nous devons discuter d'un calendrier pour que Jake et Nathalie trouvent leur propre logement, ou du moins contribuent aux dépenses du ménage. La réaction a été immédiate et hostile. Je ne peux pas croire à quel point tu es égoïste, a dit maman, son expression déçue. Ton frère se prépare à devenir père. Est-ce que tu ne te soucies pas du tout de ta nièce ou de ton neveu? Nous faisons de notre mieux, a ajouté Nathalie, les larmes montant dans ses yeux à la demande. Penses-tu que je voulais avoir des nausées matinales au point de perdre mon emploi? Jake a passé un bras protecteur autour de ses épaules. La vraie famille se soutient sans compter. Frérot, je ne compte pas, ai-je protesté. Je pense juste qu'il devrait y avoir un certain équilibre. Je vis dans un garage, tout en payant pour presque tout. Le garage que nous possédons, a souligné papa sèchement, sur notre propriété. L'implication était claire. Malgré mes contributions financières, je n'avais aucune véritable autorité pour négocier. La conversation s'est terminée avec moi m'excusant d'avoir contrarié tout le monde, surtout Nathalie dans son état délicat. Au fil des mois, mon ressentiment a grandi, tout comme ma tension financière. Mon objectif d'épargne est devenu de plus en plus lointain, car de nouvelles dépenses d'urgence ont surgi. Lorsque le chauffe-eau est tombé en panne, j'ai couvert le remplacement de $2000. Lorsque l'assurance habitation a augmenté, j'ai absorbé la différence. Tout cela pendant que Jake et Nathalie ne contribuaient rien au-delà de gestes symboliques occasionnels, comme acheter une pizza ou un gallon de lait. Le point de rupture est survenu 9 mois après cet arrangement, lorsque j'ai découvert que la famille planifiait une escapade d'un week-end pour célébrer l'arrivée imminente du bébé. Nous pensions à un joli chalet au bord du lac, m'a dit maman avec enthousiasme. Juste la famille pour profiter de notre dernier week-end tranquille avant l'arrivée du bébé. Ça a l'air sympa, ai-je dit. Quand est-ce? Le week-end prochain.
Nous avons besoin de ta part des frais de location d'ici mercredi. Cela s'élève à 700 $. J'ai cligné des yeux de surprise. Ma part? 700 $? C'est la majeure partie du coût, n'est-ce pas? Eh bien, Jake et Nathalie ne peuvent pas contribuer en ce moment, évidemment, a-t-elle expliqué, comme si elle parlait à un enfant. Et ton père et moi couvrons la nourriture et les activités. Étais-je même inclus dans la planification, ai-je demandé. Maman avait l'air mal à l'aise. Eh bien, nous pensions que tu serais occupé par le travail. C'est vraiment plus pour les futurs parents de toute façon. Le message ne pouvait pas être plus clair. Mon argent était le bienvenu, mais ma présence était une idée de dernière minute. Cette nuit-là, seul dans mon garage froid, je me suis finalement permis de reconnaître ce que mon ami Marcus essayait de me faire comprendre depuis des mois. Je n'étais pas traité comme un membre de la famille. J'étais utilisé. Bébé Sophia est arrivée au début de l'été. Un minuscule paquet de 6 livres avec le nez de Jake et les yeux bleus de Nathalie. Le ménage tournait entièrement autour de son arrivée, mes parents étant transformés en grands-parents dévoués qui semblaient oublier qu'ils avaient 2 fils, pas seulement un. Ma chambre, désormais officiellement convertie en une chambre de bébé avec des murs vermantes et des décalcomanies d'animaux des bois, est devenue un sanctuaire pour leur première petite fille. N'est-ce pas incroyable ce que Jake et Nathalie ont créé, disait maman, berçant Sophia tout en faisant visiter la chambre de bébé aux proches de passage. Personne n'a jamais mentionné que la pièce avait été la mienne quelques mois auparavant, ou que je vivais maintenant dans le garage tout en finançant une grande partie de leur vie de famille confortable. Mes conditions de vie se sont détériorées davantage après la naissance de Sophia. Le sommeil est devenu un luxe, car les pleurs du bébé pénétraient les minces murs du garage à toute heure. Nathalie a pris l'habitude de faire la lessive à minuit, la laveuse et la sécheuse étant situées juste de l'autre côté de mon mur de fortune. Leur grondement et leur bourdonnement rendaient le repos impossible. Les bébés fonctionnent selon leur propre horaire, disait-elle avec dédain lorsque je mentionnais le bruit. Essaie de garder un nouveau-né sur un horaire pratique. Le fardeau financier s'est alourdi. Le lait maternisé, les couches et les vêtements de bébé étaient mystérieusement ajoutés à la liste de courses que j'étais censé financer. Les visites chez le médecin et les dépenses imprévues pour bébé sont devenues ma responsabilité, parce que, la famille est de la famille. Le solde de ma carte de crédit a grimpé pour la première fois depuis l'université, car mes finances soigneusement gérées pliaient sous la pression. 1 an après cet arrangement, ma vie était devenue méconnaissable. Le cheminement de carrière prometteur dans lequel j'étais s'est enlisé, car le manque chronique de sommeil et le stress affectaient ma performance. Mon superviseur a remarqué le changement. « Tu sembles distrait ces derniers temps, Garrett », a-t-elle commenté lors de mon évaluation annuelle. « La qualité de ton code a baissé et tu as manqué 2 délais de projet. Tout va bien à la maison ? Comment pouvais-je expliquer que ma maison était un garage plein de courants d'air où je dormais sur un lit simple entre des boîtes de rangement et des outils électriques ? Que je soutenais essentiellement 5 personnes avec un seul salaire tout en étant traité comme un locataire indésirable. J'ai marmonné quelque chose à propos de problèmes familiaux temporaires, et j'ai promis de m'améliorer. Ma vie sociale s'est complètement éteinte. Mes amis ont cessé de m'inviter après que j'ai annulé trop souvent en raison d'obligations familiales ou de contraintes financières. Les rencontres sont devenues impossibles, tant sur le plan logistique qu'émotionnel. Comment pouvais-je ramener quelqu'un dans une chambre de garage ? Comment pouvais-je expliquer ma situation de vie sans avoir l'air pathétique ou stupide ? L'isolement alimentait une dépression croissante. Je me retrouvais assis dans ma voiture après le travail, redoutant le retour à une maison où j'étais à la fois essentiel et invisible. Certaines nuits, je conduisais jusqu'à un parc voisin juste pour m'asseoir en silence et échapper au chaos de la maison. La dynamique au sein de la maison est devenue de plus en plus toxique. Jake et Nathalie fonctionnaient comme s'ils étaient les résidents principaux, prenant des décisions sur les espaces communs sans consultation. Le salon s'est progressivement rempli d'équipements pour bébé, laissant peu de place à quiconque. Les armoires de cuisine ont été réorganisées pour accueillir les biberons et les fournitures. Mais quelques articles personnels étaient poussés sur des étagères supérieures peu pratiques. Lorsque des décisions familiales étaient prises, j'étais rarement inclus dans la discussion. Bien que j'aie été le principal contributeur financier, les achats majeurs se faisaient sans mon avis, bien que le coup me retombe souvent dessus. Lorsque le réfrigérateur a dû être remplacé, papa et Jake ont sélectionné un modèle coûteux avec une machine à glaçons et un distributeur d'eau intégré, puis m'ont présenté la facture comme un fait accompli. « Nous savions que tu voudrais le meilleur pour la famille », a dit papa.
Lorsque j'ai remis en question l'extravagance, l'attitude de Jake et Nathalie à mon égard est passée de la gratitude initiale à une attente autorisée. Mon soutien financier était tenu pour acquis, traité comme une obligation plutôt qu'un choix. Si j'hésitais ou remettais en question une dépense, j'étais dépeint comme égoïste et insensible. « Veux-tu vraiment que ta nièce boive de l'eau du robinet ?» demandait Nathalie si je remettais en question la livraison d'eau en bouteille. Il pourrait y avoir du plomb dans les tuyaux. Sophia a besoin de ses jouets éducatifs pour un développement approprié, insistait Jake, en commandant des articles pour bébés coûteux en ligne. À moins que tu ne veuilles qu'elle prenne du retard sur les autres enfants. Chaque demande était enveloppée de culpabilité et de manipulation émotionnelle. Chaque refus était accueilli par des accusations de ne pas se soucier de la famille. Le poids d'être le responsable m'écrasait un peu plus chaque jour. Le contraste dans la façon dont mes parents traitaient Jake et moi est devenu impossible à ignorer. Son rôle de parent était loué avec effusion, malgré son implication minimale. Sa vaisselle occasionnelle était traitée comme un effort extraordinaire méritant reconnaissance. Pendant ce temps, mes contributions quotidiennes, financières et autres, étaient attendues et passées sous silence. Ton frère a vraiment mûri depuis qu'il est père, a commenté maman un soir, alors que Jake jouait à des jeux vidéo pendant que Nathalie baignait le bébé. Il a une connexion si naturelle avec Sophia. L'injustice me brûlait, mais j'avais appris que le fait de la signaler ne faisait qu'entraîner plus de conflits et de culpabilité. Au lieu de cela, je me suis retiré davantage en moi-même, travaillant de plus longues heures pour éviter de rentrer à la maison, économisant le peu que je pouvais sur un compte séparé dont ma famille ne savait rien. Ma seule source de soutien restait mon collègue Marcus, qui était devenu un ami proche. Pendant les pauses déjeuner, je lui confiais la dernière injustice domestique, la plus récente demande financière. « Ce n'est pas normal, Gareth », me disait-il à plusieurs reprises. « Ce qu'ils font est de l'abus financier. Tu es en train d'entretenir un système dysfonctionnel. »« C'est ma famille », répondais-je automatiquement. « Quel choix ai-je ? » « Le choix de te valoriser », disait-il. « Le choix de fixer des limites. Le choix de partir si ces limites ne sont pas respectées. » Ces mots ont planté des graines qui mettraient des mois à germer. Pourrais-je vraiment m'éloigner de ma famille ? Les aidais-je vraiment en permettant à cette exploitation de continuer ? Ou ne faisais-je que retarder l'effondrement inévitable d'une situation insoutenable ? Alors que la barre d'un an de vie dans le garage s'étirait jusqu'à 18 mois, puis 2 ans, j'ai vu mes rêves de propriété s'évanouir dans l'impossibilité. Mes économies avaient été épuisées. L'élan de ma carrière était au point mort. Mon estime de soi était érodée par des messages constants selon lesquels mes besoins étaient secondaires par rapport à ceux de tous les autres. Les vacances en famille planifiées sans m'inclure ont été particulièrement douloureuses. Des photos de mes parents, Jake, Nathalie et Sophia, dans un complexe hôtelier en bord de mer remplissaient notre discussion de groupe familial, des aventures que j'avais aidé à financer, mais auxquelles je n'étais pas invité à participer. Quand ils sont revenus, bronzés et souriants, personne ne semblait remarquer l'absurdité de me montrer des photos de vacances d'un voyage que j'avais partiellement financé, mais dont j'étais exclu. Sophia a adoré l'océan, s'est exclamée maman, faisant défiler des photos interminables. C'est une vraie petite sirène. J'ai hoché la tête et souri, jouant mon rôle assigné d'oncle solidaire et de soutien financier, ravalant la blessure et le ressentiment qui menaçaient de m'étouffer. Cette nuit-là, allongé sur mon lit dans le garage, écoutant les sons lointains de ma famille regardant un film ensemble dans le salon, j'ai finalement reconnu la vérité que Marcus avait essayé de m'aider à voir. Ce n'était pas une situation temporaire. Ce n'était pas la famille se soutenant mutuellement à travers des moments difficiles. C'était de l'exploitation, pure et simple, et cela continuerait aussi longtemps que je le permettrais. Après 2 ans à vivre dans le garage tout en soutenant financièrement la famille de mon frère, j'ai décidé qu'il était temps pour une intervention directe. J'ai passé des semaines à me préparer, rassemblant des dossiers financiers, créant des feuilles de calcul et décrivant un plan raisonnable pour faire passer Jake et Nathalie vers l'indépendance. J'ai pratiqué ce que j'allais dire, essayant de tout encadrer en termes de ce qui était le mieux pour la stabilité future de Sophia. J'ai choisi un dimanche après-midi, quand Sophia faisait la sieste, demandant à tout le monde de se réunir dans le salon pour une discussion familiale importante. J'avais même préparé des documents, imprimés de manière professionnelle et organisés dans des dossiers. Merci à tous de vous asseoir avec moi, ai-je commencé, distribuant les dossiers. Je voulais parler de nos arrangements de vie et financiers. J'ai rassemblé quelques informations qui, je pense, nous aideront tous.
Papa a immédiatement froncé les sourcils devant la feuille de calcul montrant les dépenses du ménage et les contributions. Maman a feuilleté nerveusement les pages. Jake n'a même pas ouvert son dossier, se penchant plutôt en arrière, les bras croisés de manière défensive. Nathalie a jeté un coup d'œil et a glissé son dossier sur la table basse. J'ai soutenu ce ménage à des niveaux insoutenables, ai-je poursuivi avec prudence. Actuellement, je couvre 78% de toutes les dépenses, tout en vivant dans un garage aménagé. Cet arrangement a été présenté comme temporaire, mais cela fait maintenant 2 ans, sans aucun plan de changement. Es-tu en train de dire que nous ne sommes pas reconnaissants, a interrompu maman, la voix tendue. Parce que nous apprécions tout ce que tu fais, Gareth. Il ne s'agit pas de gratitude, ai-je clarifié. Il s'agit de créer une situation durable pour tout le monde. C'est pourquoi j'ai créé ce plan en 3 phases pour aider Jake et Nathalie à passer à l'indépendance financière. Je les ai dirigés vers la page pertinente qui décrivait un processus graduel de 6 mois, où ils prendraient progressivement plus de responsabilités financières, tandis que je continuerai à fournir un soutien décroissant. La phase 1 implique que vous trouviez tous les deux au moins un emploi à temps partiel, ai-je expliqué. J'ai recherché plusieurs options qui fonctionneraient autour de l'horaire de Sophia, y compris des postes à distance et des emplois avec des heures flexibles. Alors, tu veux que Nathalie abandonne notre fille à des étrangers, a interjeté Jake, sont-on combatifs? Pas du tout. Il existe de nombreuses options de garde d'enfants abordables et de haute qualité. J'ai inclus des informations sur 3 centres près de chez nous avec d'excellentes évaluations. Les garderies sont des foyers de maladie, a objecté Nathalie. Sophia serait constamment malade. Les études montrent en fait que la socialisation précoce renforce le système immunitaire, ai-je rétorqué. Mais plus important encore, ce plan vous permettrait à tous les deux de commencer à bâtir des carrières et une indépendance financière, ce qui est mieux pour Sophia à long terme. Je n'arrive pas à croire que tu essaies de dicter comment nous élevons notre enfant, a dit Jake, sa voix montant. Depuis quand es-tu l'expert parental? Tu n'as même pas d'enfant. Papa a levé la main pour calmer Jake. Gareth, bien que j'apprécie l'effort que tu y as mis, tu dois comprendre que Jake et Nathalie ont un enfant à élever. C'est leur responsabilité principale en ce moment. Je comprends cela, ai-je dit, la frustration montant, mais la parentalité n'absout pas les gens de la responsabilité financière. La plupart des parents travaillent et élèvent des enfants simultanément. Nous ne sommes pas la plupart des parents, a déclaré Nathalie. Nous croyons que Sophia a besoin d'une attention parentale à temps plein pendant ses années de formation. Alors, vous devriez peut-être être ceux qui financent ce choix, ai-je suggéré, essayant de garder ma voix au niveau. En ce moment, je subventionne effectivement votre philosophie parentale, tout en vivant dans un garage. Jake s'est levé soudainement. C'est de la foutaise. Tu penses parce que tu as un travail d'entreprise, que tu peux venir ici et nous dire comment vivre? Tout le monde ne mesure pas le succès par un chèque de paie. Frérot, certains d'entre nous valorisent la famille plus que l'argent. L'implication que je ne valorisais pas la famille m'a profondément piqué. Il ne s'agit pas d'argent contre la famille, ai-je protesté. Il s'agit d'équité et de respect. J'ai mis ma vie en suspens pendant 2 ans pour vous soutenir tous. Personne ne t'a demandé de faire ça, a crié Jake. Tu as offert d'aider la famille, et maintenant tu nous le jettes au visage, comme si nous te devions quelque chose. Vous me devez quelque chose, ai-je répondu, mon calme soigneux se fissurant finalement. Vous me devez le respect et la considération de base. Vous me devez la reconnaissance des sacrifices que j'ai faits. Et oui, vous me devez un plan sur la façon dont cette situation changera à l'avenir. Nathalie a commencé à pleurer immédiatement. Je ne peux pas croire que vous nous attaquiez comme ça. Nous essayons juste de faire ce qui est le mieux pour notre fille. Maman s'est immédiatement déplacée pour la réconforter. C'est bon, chérie. Gareth ne comprend pas les pressions de la parentalité. Il ne s'agit pas de parentalité, ai-je insisté. Il s'agit d'équité de base. Je vis dans un garage, tout en payant la plupart des dépenses du ménage. Comment est-ce raisonnable? Papa s'est levé, son expression sévère. Ça suffit, Gareth. Je ne te laisserai pas contrarier Nathalie dans son état. Son état, ai-je demandé, confus. Quel état? Un moment de silence gêné a suivi avant que Nathalie ne place une main protectrice sur son ventre. Nous allions l'annoncer ce week-end. Je suis à nouveau enceinte. La nouvelle m'a frappé comme un coup physique.
Un autre enfant, plus de dépenses, plus de justifications pour que Jake et Nathalie évitent les responsabilités, plus de raisons pour lesquelles mes besoins seraient secondaires par rapport à ceux de tous les autres. Félicitations, ai-je réussi à dire, bien que le mot ait un goût amer. Mais cela rend mon point encore plus urgent. Comment comptez-vous subvenir aux besoins de 2 enfants? De la même manière que nous en soutenons un, a répondu Jake, suffisant. En tant que famille. Tu veux dire, avec mon argent, ai-je clarifié. Vois-tu, c'est pourquoi Jake sera toujours plus orienté vers la famille que toi, a dit papa, la cruauté désinvolte de ces mots frappant profondément. Il comprend que la famille consiste à se soutenir, pas à tenir des registres et à exiger un remboursement. J'ai regardé autour de la pièce, les visages des gens pour qui j'avais tant sacrifié, et je n'ai vu que du droit et du rejet. Mon intervention soigneusement préparée avait complètement échoué. Non seulement ils avaient rejeté ma proposition raisonnable, mais ils m'avaient en quelque sorte transformé en méchant de l'histoire pour l'avoir même suggéré. Je pense que nous en avons terminé ici, ai-je dit, calmement, rassemblant mes documents de présentation inutilisés. Personne n'a contredit ou essayé de poursuivre la conversation alors que je sortais vers ma maison de garage, le poids de la futilité pesant sur moi. Plus tard ce soir-là, j'ai appelé Marcus et lui ai raconté la réunion désastreuse. Ils ne changeront jamais, n'est-ce pas, ai-je demandé, la prise de conscience étant à la fois douloureuse et libératrice. Non, a-t-il dit doucement, parce qu'ils n'y sont pas obligés. Tu as créé une situation où leur comportement n'a aucune conséquence. Ils n'ont aucune incitation à changer tant que tu continues à les aider. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu sais ce que tu dois faire, Gareth. Tu n'étais juste pas prêt à l'admettre toi-même. Il avait raison. Le chemin à parcourir devenait de plus en plus clair, même si j'avais toujours du mal à l'accepter. M'éloigner de ma famille semblait impensable, une trahison de tout ce que j'avais été élevé à croire sur la loyauté et l'obligation. Mais rester était lentement en train de me détruire financièrement, émotionnellement et psychologiquement. Cette nuit-là, j'ai fait une liste de tout ce que j'avais sacrifié au cours des 2 dernières années, mes économies, l'avancement de ma carrière, ma vie sociale, mon indépendance, mon respect de moi-même. Puis j'ai fait une deuxième liste de ce que j'avais reçu en retour, un garage froid pour dormir, des voyages constants de culpabilité et le privilège de financer un style de vie que je n'étais pas autorisé à partager. Le déséquilibre était flagrant et indéniable, et avec un deuxième enfant en route, la situation ne ferait qu'empirer. Il était temps de commencer à planifier ma sortie, tranquillement et soigneusement, avant de tout perdre, y compris moi-même. Alors que la deuxième grossesse de Jake et Nathalie progressait, la dynamique dans la maison a encore changé, cette fois avec un sens encore plus grand de droit. 3 ans s'étaient maintenant écoulés depuis que j'avais été relocalisé dans le garage. 3 ans à payer la majorité des dépenses du ménage tout en étant traité comme une idée de dernière minute dans les décisions familiales. L'annonce de la deuxième grossesse a apporté avec elle de nouvelles attentes et demandes. Un soir, maman et papa m'ont demandé de les rejoindre à la table à manger pendant que Jake et Nathalie étaient sortis faire du shopping pour des articles de bébé, vraisemblablement à mes frais. Nous devons discuter des arrangements de vie, a commencé papa, son ton faussement désinvolte. Avec un autre bébé qui arrive, Jake et Nathalie auront besoin de plus d'espace. J'ai regardé entre eux, un sentiment d'appréhension grandissant. Qu'est-ce que vous suggérez? Maman a tendu la main pour me tapoter la main. Nous pensions que le sous-sol pourrait être un meilleur espace pour toi. Nous pourrions dégager la zone de stockage et y installer ton lit. Je les ai regardés, momentanément sans voix. Le sous-sol était un espace humide, sans fenêtre, avec des tuyaux exposés et des inondations occasionnelles pendant les fortes pluies. Il était actuellement utilisé pour le stockage précisément parce qu'il était impropre à l'habitation. Vous voulez que je déménage du garage au sous-sol, ai-je clarifié, certain d'avoir mal compris. Jake pensait que cela pourrait bien fonctionner, a poursuivi papa. De cette façon, il pourrait utiliser le garage comme aire de jeu pour Sophia et le nouveau bébé. Les enfants ont besoin d'espace pour courir, surtout pendant les mois d'hiver. La façon désinvolte dont il discutait de la dégradation de mes conditions de vie déjà inférieures aux normes, tout en s'attendant à ce que je continue de financer le ménage, m'a frappé comme surréaliste. 3 ans de sacrifice ne m'avaient pas valu même la considération la plus élémentaire. Avez-vous été dans le sous-sol récemment, ai-je demandé. Il y a des problèmes de moisissure, et le plafond est trop bas pour que je puisse me tenir debout dans certaines zones. Nous le nettoyons, bien sûr, m'a assuré maman, manquant complètement le point.
Peut-être mettre quelques restes de tapis. J'ai secoué la tête, atteignant finalement ma limite. Non. Je ne déménagerai pas au sous-sol. Au contraire, après 3 ans à payer la plupart des factures, je devrais retourner dans une vraie chambre dans la maison. Leurs expressions sont passées d'expectative à offensées, comme si mon refus était à la fois inattendu et déraisonnable. Gareth, tu dois penser à ce qui est le mieux pour les enfants, a grondé maman. Ils sont l'avenir de cette famille. Et mon avenir, ai-je demandé doucement. Est-ce que cela compte pour vous deux, du tout? Un silence inconfortable a suivi, fournissant toute la réponse dont j'avais besoin. À ce moment, une décision s'est cristallisée en moi, une clarté que j'avais évitée pendant trop longtemps. Je ne déménagerai pas au sous-sol. Je déménagerai complètement, coupant le cordon ombilical financier qui avait permis à cette situation dysfonctionnelle de persister. Avant que je puisse verbaliser cette résolution, cependant, une autre découverte m'a poussé fermement au-delà de la limite. Alors que je cherchais un document fiscal important dans le bureau à domicile de papa, je suis tombé sur des documents de prêt que je n'avais jamais vus auparavant. Mes parents avaient contracté une deuxième hypothèque sur la maison 6 mois plus tôt, empruntant sur leur valeur nette pour fournir à Jake un capital de démarrage pour une entreprise en ligne qu'ils ne m'avaient même jamais mentionnée. L'entreprise, selon la documentation clairsemée, impliquait la revente de baskets à la mode en ligne, un marché que Jake prétendait comprendre, mais dans lequel il n'avait aucune expérience réelle. Le montant du prêt était substantiel, 30 000 $, avec la maison que j'aidais à payer offerte en garantie. L'entreprise avait apparemment échoué dans les 3 mois, l'argent disparu sans rien à montrer. Ce soir-là, j'ai confronté mes parents au sujet du prêt caché. Leur réponse fut défensive et désinvolte. Jake avait besoin d'une chance de construire quelque chose pour sa famille, a expliqué papa. Tout le monde ne peut pas tomber sur un emploi en technologie confortable comme toi. Confortable, ai-je répété avec incrédulité. J'ai travaillé tout au long de mes études et j'ai obtenu mon diplôme pendant que Jake faisait la fête. J'ai commencé au niveau d'entrée et j'ai progressé, et maintenant je finance tout ce ménage tout en vivant dans un garage. C'est reparti avec le comptage des points, a soupiré maman. La vraie famille ne garde pas la trace de qui paie quoi. Sauf que vous comptez les points, ai-je souligné. Vous me rappelez constamment mes obligations envers cette famille, tout en n'imposant aucune norme à Jake. Et maintenant, vous avez mis la maison en danger sans même me consulter, malgré le fait que je paie la majeure partie de l'hypothèque. C'est toujours notre maison, a déclaré papa fermement. Tu vis ici gratuitement. L'affirmation était tellement éloignée de la réalité que j'ai ri. Gratuitement? Je paie plus de 2 000 $ par mois pour l'hypothèque et les charges. J'achète la plupart des provisions. J'ai payé pour le nouveau chauffe-eau, le réfrigérateur et d'innombrables autres dépenses. Dans quel univers est-ce gratuit? Eh bien, si tu es si mécontent de l'arrangement, peut-être devrais-tu trouver ton propre logement, a suggéré maman, ne s'attendant clairement pas à ce que j'accepte. Vous savez quoi? Vous avez absolument raison. Je devrais. Leurs expressions sont passées de défensive à alarmée, car ils ont réalisé que j'étais sérieux. Maintenant, Gareth, ne sois pas pressé, a fait marche arrière papa. Nous pouvons discuter davantage de la situation du sous-sol. Il ne s'agit pas du sous-sol, ai-je dit, ma voix stable avec une résolution retrouvée. Il s'agit de 3 ans à être exploité, tout en étant fait pour me sentir égoïste d'avoir des besoins et des attentes de base. J'en ai assez. Je me suis éloigné de cette conversation avec un poids en moins sur les épaules. La décision avait été prise. Maintenant, je devais l'exécuter soigneusement et complètement. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai tranquillement mis mon plan à exécution. J'ai obtenu un appartement d'une chambre en ville, signant le bail. Pendant ma pause déjeuner, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une institution financière différente et j'ai commencé à transférer mes fonds. J'ai créé un inventaire détaillé de mes biens pour m'assurer que rien ne serait accidentellement réclamé par Jake ou Nathalie. J'ai organisé un camion de déménagement pour le samedi suivant, le programmant à un moment où je savais que tout le monde serait à la maison. Ce ne serait pas une sortie silencieuse. Il fallait que ce soit clair et sans ambiguïté. Lorsque le camion s'est arrêté devant notre maison ce samedi matin-là, la famille était réunie dans le salon. Sophia jouait avec des blocs sur le sol, tandis que Jake et Nathalie discutaient de prénoms de bébé, et que mes parents offraient des suggestions. La scène domestique aurait pu paraître saine à un étranger, ignorant le dysfonctionnement sous la surface.
Que fait ce camion ici? A demandé papa alors que je traversais avec une boîte vide. Je déménage, ai-je répondu simplement. Aujourd'hui. L'annonce a créé un chaos immédiat. Maman a commencé à pleurer. Papa a exigé des explications. Jake a semblé abasourdi, et Nathalie a rapidement ramassé Sophia, comme si mon départ pouvait d'une manière ou d'une autre lui nuire. Tu ne peux pas juste partir, a protesté maman. Qu'en est-il du paiement de l'hypothèque due la semaine prochaine? Qu'en est-il des taxes foncières qui arrivent? Le fait que sa première préoccupation ait été financière plutôt qu'émotionnelle en disait long. J'ai payé ma dernière contribution à ce ménage, ai-je déclaré calmement. Désormais, les 4 adultes vivant ici devront trouver comment subvenir à leurs besoins. Il s'agit du sous-sol, n'est-ce pas, a demandé papa. Nous pouvons trouver autre chose. Peut-être convertir la salle à manger pour toi à la place. Il ne s'agit pas de l'endroit où je dors, ai-je expliqué. Il s'agit d'être valorisé et respecté en tant que membre de cette famille, ce que je n'ai pas été depuis très longtemps. Jake a finalement trouvé sa voie. Alors, tu vas juste abandonner ta famille quand nous avons le plus besoin de toi, avec un bébé en route? Je n'abandonne personne. Je choisis d'arrêter d'entretenir une situation qui est malsaine pour tout le monde, y compris Sophia et votre enfant à naître. Les enfants ont besoin de voir des adultes modeler la responsabilité et le respect mutuel, pas l'exploitation et le droit. Nous ne t'avons jamais exploité, a insisté maman. Nous t'avons donné un endroit où vivre. Dans le garage, lui ai-je rappelé, pendant que je payais la plupart des factures. C'est la définition de l'exploitation. Alors que les déménageurs commençaient à charger mes meubles et mes boîtes, la réalité de la situation a finalement semblé se faire jour pour ma famille. Sans ma contribution financière, leur style de vie confortable deviendrait immédiatement insoutenable. La panique dans leurs expressions a confirmé ce que j'avais soupçonné, ils ne s'étaient jamais préparés à cette possibilité, n'avaient jamais élaboré de plan de contingence pour la vie sans mon soutien. Tu ne peux pas nous faire ça, a dit papa, sa colère à peine contenue. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous exactement fait pour moi ces 3 dernières années, ai-je demandé calmement. À part profiter de mon sens de l'obligation et me faire sentir égoïste d'avoir des besoins de base? Il n'avait pas de réponse. Alors que le dernier de mes biens était chargé sur le camion, j'ai remis à mes parents une enveloppe contenant des informations dont ils auraient besoin, la date de ma contribution finale aux dépenses du ménage, les numéros de compte pour les charges que je ne paierai plus et le nom du conseiller financier abordable que j'avais recherché pour eux. Je ne fais pas cela pour vous blesser, leur ai-je dit sincèrement. Je fais cela parce que c'est nécessaire pour moi, et finalement pour vous tous. Jake et Nathalie doivent apprendre l'indépendance financière. Vous devez établir des attentes réalistes concernant la retraite. Et j'ai besoin de commencer à vivre ma propre vie. Je me suis agenouillé pour dire au revoir à Sophia, qui, à 2 ans et demi, ne se souviendrait probablement pas de moi comme de l'oncle qui avait tant sacrifié pour son confort. Sois sage, ma puce. Je te verrai bientôt. Alors que je marchais vers ma voiture, Jake m'a suivi. Tu vas le regretter, a-t-il dit, sa voix tremblante de colère et peut-être de peur. Quand tu auras besoin de ta famille un jour, souviens-toi de ce moment. Je me suis tourné pour lui faire face une dernière fois. J'ai eu besoin de ma famille pendant les 3 dernières années, Jake. J'avais besoin de respect, de considération et de réciprocité. Je n'ai jamais reçu aucune de ces choses. C'est ce dont je me souviendrai. Avec ces mots, je me suis éloigné de la maison qui était devenue une prison d'obligation, vers un avenir qui, bien qu'incertain, était enfin le mien à façonner. La première nuit dans mon nouvel appartement était surréaliste. L'espace était modeste, une unité d'une chambre dans un complexe tranquille avec un parking couvert et un petit balcon. Rien de luxueux, mais entièrement à moi. Je me suis assis sur mon lit, entouré de boîtes à moitié déballées, et j'ai écouté le silence inhabituel. Pas de Sophia qui pleure, pas de Jake et Nathalie qui se disputent, pas de parents prenant des décisions sur ma vie sans me consulter. Juste la paix, belle et inconnue. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer depuis mon départ, des messages allant des supplications en larmes de maman aux demandes en colère de papa, en passant par les menaces et les voyages de culpabilité alternés de Jake. J'ai coupé les notifications, ayant besoin d'espace pour traiter l'ampleur du changement que j'avais initié. Les implications financières étaient importantes. Mes dépenses mensuelles étaient maintenant considérablement inférieures sans soutenir 5 personnes. Mais j'avais épuisé une grande partie de mes économies au cours des 3 dernières années.
Mes contributions à la retraite avaient été minimales et l'avancement de ma carrière s'était enrayé. Je repartais essentiellement de 0 à 28 ans, loin derrière là où j'aurais dû être. Pourtant, malgré ces défis, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. La liberté de prendre mes propres décisions, de prioriser mes propres besoins sans culpabilité, valait chaque centime de revers financier. Les retombées de mon départ ont été rapides et prévisibles. 3 jours après avoir déménagé, maman a appelé en larmes. Le paiement de l'hypothèque est dû demain, sanglotait-elle. Nous n'avons pas assez pour le couvrir. Je suis désolé d'entendre cela, ai-je répondu calmement. Vous voudrez peut-être appeler la banque et discuter des options de paiement. Mais tu t'en occupes toujours, a-t-elle protesté. Nous comptons sur toi. Plus maintenant, ai-je dit gentiment, mais fermement. C'est exactement le genre de dépendance que je ne peux plus soutenir. Des appels similaires ont suivi au sujet des factures de charges, de l'argent pour l'épicerie et des dépenses imprévues. Chaque fois, j'ai maintenu la même limite, je ne serai plus la solution financière à leurs problèmes. 2 semaines après mon départ, papa s'est présenté à mon appartement sans prévenir. Son expression était un mélange de colère et de désespoir. Ça a assez duré, a-t-il déclaré lorsque j'ai ouvert la porte. Ta mère est hors d'elle d'inquiétude. Jake et Nathalie n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Tu dois revenir et remplir tes responsabilités envers cette famille. Je l'ai invité à entrer, lui ai offert du café et lui ai calmement expliqué que je ne reviendrai pas, ma responsabilité envers moi-même doit passer en premier maintenant, lui ai-je dit. Pendant des années, j'ai négligé mes propres besoins pour satisfaire ceux de tout le monde. Cette période de ma vie est terminée. Alors c'est ça? Tu abandonnes juste ta famille quand les choses se compliquent, a-t-il exigé. J'ai soutenu cette famille financièrement pendant 3 ans, tout en vivant dans un garage, lui ai-je rappelé. Je ne suis pas parti quand les choses se sont compliquées. Je suis parti quand j'ai réalisé que la situation n'allait jamais changer, à moins que je ne les force. Il est parti en colère et déçu, incapable de voir au-delà de sa perception de moi comme égoïste et indifférent. Il faudrait des mois avant qu'un membre de ma famille ne commence à comprendre la légitimité de ma position. Pendant ce temps, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. Je me suis jeté dans le travail, obtenant une promotion dans les 4 mois suivant mon déménagement. J'ai renoué avec de vieux amis et en effet de nouveaux, élargissant progressivement mon cercle social au-delà de Marcus, qui est resté un fervent soutien. J'ai recommencé à sortir, timidement au début, puis avec une confiance croissante, alors que je retrouvais mon estime de soi. J'ai aussi commencé à consulter un thérapeute, travaillant sur les émotions complexes entourant ma situation familiale. La culpabilité qui avait été ma compagne constante pendant des années a lentement commencé à se dissoudre alors que je prenais de la perspective sur la dynamique dysfonctionnelle à laquelle j'avais échappé. Ce que vous avez vécu était une forme d'abus financier, a expliqué mon thérapeute lors d'une session. Votre famille a systématiquement exploité votre sens de l'obligation tout en ignorant vos besoins. Partir n'était pas seulement raisonnable, c'était nécessaire pour votre bien-être. 6 mois après mon départ, j'ai reçu un SMS de Jake qui m'a surpris. Peut-on parler? Juste nous deux. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon appartement. Jake avait l'air différent, en quelque sorte plus vieux et plus sobre. L'arrogance caractéristique avait diminué, remplacée par quelque chose approchant l'humilité. Les choses ont été difficiles depuis ton départ, a-t-il admis après des bavardages maladroits. Papa a dû sortir de sa retraite pour travailler à temps partiel. Maman cherche aussi des emplois. Nathalie et moi avons tous deux dû trouver du travail, et les coûts de la garderie nous tuent. Cela semble difficile, ai-je reconnu, ni jubilant ni m'excusant. Je ne comprenais pas avant, a-t-il poursuivi, fixant son café. À quel point tu portais tout pour nous. C'était plus facile de ne pas le voir, tu sais, de croire que nous méritions ton aide sans rien donner en retour. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse que je m'attendais à recevoir, et je l'ai accepté comme telle. Que allez-vous faire maintenant, ai-je demandé. Ce que nous aurions dû faire il y a des années, grandir, prendre nos responsabilités. Nathalie et moi cherchons notre propre logement, quelque chose que nous pouvons réellement nous permettre. Nous avons tous les deux des emplois de niveau débutant. Rien d'extraordinaire, mais c'est un début. Notre relation a commencé à guérir lentement après cette conversation, non pas pour revenir à ce qu'elle avait été, mais vers quelque chose de potentiellement plus sain, basé sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation. Il a fallu plus de temps à mes parents pour se ressaisir.
Papa a maintenu sa position selon laquelle j'avais trahi la famille en me donnant la priorité. Maman oscillait entre les voyages de culpabilité et les reconnaissances timides que la situation avait peut-être été injuste envers moi. J'ai maintenu des limites fermes avec eux deux, limitant les contacts et refusant d'être entraîné dans des discussions financières. Un an après avoir déménagé, je les ai invités à mon appartement pour le dîner, une réunion neutre à mes conditions. Ils sont venus, toujours mal à l'aise avec notre nouvelle dynamique, mais faisant un effort. La conversation était tendue mais civile. Lorsque maman a commenté à quel point mon appartement était agréable, j'ai détecté une note de bonheur sincère pour moi sous sa mélancolie. « Tu sembles différent », a observé papa alors qu'il partait. Plus confiant. Je le suis, ai-je reconnu. Prendre soin de moi m'a permis de devenir la personne que j'étais censé être, au lieu de juste le distributeur automatique de billets de la famille. Il a grimacé à cette caractérisation, mais ne l'a pas contesté. Le voyage vers des relations saines avec ma famille se poursuit, avec des progrès et des revers en cours de route. Je maintiens des limites claires concernant l'argent, refusant de retomber dans le rôle de sauveur financier. Parfois, cela crée des tensions, mais je ne me sens plus coupable de me protéger. La leçon la plus profonde que j'ai tirée de cette expérience est que l'amour véritable exige du respect et de la réciprocité. Soutenir les autres ne devrait pas se faire au prix de votre propre bien-être. Parfois, la chose la plus attentionnée que vous puissiez faire, à la fois pour vous-même et pour ceux qui sont devenus dépendants de vous, est de prendre du recul et de permettre aux conséquences naturelles de se produire. J'ai aussi appris que prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Comme le dit la démonstration de sécurité des compagnies aériennes, vous devez sécuriser votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. En m'épuisant pour soutenir le dysfonctionnement de ma famille, je n'aidais aucun de nous à grandir ou à s'épanouir. Aujourd'hui, 3 ans après être parti, ma vie est méconnaissable par rapport à avant. J'ai été promu 2 fois au travail, j'ai de nouveau un compte d'épargne sain et je suis de nouveau sur la bonne voie avec la planification de ma retraite. J'ai récemment versé un acompte pour une petite maison de ville, atteignant l'objectif qui avait été déraillé par des années d'exploitation financière. Ma relation avec ma famille a évolué vers quelque chose de plus équilibré, bien que non sans défis permanents. Jake et Nathalie vivent maintenant dans leur propre appartement avec leurs 2 enfants. Ils ont des difficultés financières, mais apprennent à se gérer de manière indépendante. Mes parents ont dû réduire leur taille pour une maison plus petite, mais se sont adaptés à leur nouvelle réalité. Nous nous réunissons occasionnellement pour des événements familiaux et j'aime être l'oncle Garrett pour Sophia et son frère, sans le poids du ressentiment qui colorait autrefois chaque interaction. Je contribue aux cadeaux d'anniversaire et de Noël. Mais mon implication financière s'arrête là, une limite que tout le monde comprend et respecte maintenant. Partir a été la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais aussi la plus nécessaire. Cela m'a permis de récupérer ma vie et, ironiquement, a rendu possible le développement de relations familiales authentiques, non basées sur l'obligation ou l'exploitation, mais sur le respect mutuel et l'attention. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, piégé dans un cycle de dons qui vous épuise tout en étant tenu pour acquis, sachez que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est essentiel. L'amour véritable n'exige pas l'autosacrifice au point de l'autodestruction. Parfois, la chose la plus courageuse et la plus aimante que vous puissiez faire est de partir.